Le Nîmes amazonienne y fréquence, géoglyphes et savoirs oubliés. Tout commence par une poignée de mots rédigés dans le journal d'un explorateur britannique en 1925, quelque part le long des Andres du cours supérieur Fungu. Ces 7 mots, l'homme ne les a jamais développés, n'y a jamais donné suite et n'a jamais tenté de les expliquer publiquement. Il écrivait simplement que la forêt produisait un son, un murmure qui n'appartint à un animal, ni au courant du fleuve, ni au souffle du vent, mais que la forêt elle-même générait cette résonance. Cette observation énigmatique est restée sagement rangée dans les archives londoniennes, 99 ans. Elle est demeurée intouchée, ignorée de manière délibérée par une communauté scientifique sceptique, ou tout simplement oubliée par la commodité de l'histoire moderne. La science a souvent tendance à écarter les anomalies qui refusent de se plier aux classifications habituelles de la biologie ou de la géologie. Puis, en 2019, une équipe de recherche moderne, équipée des technologies d'enregistrement les plus avancées, a décidé de pénétrer dans cette même zone géographique. Avec plus de 200 000 $ de matériel acoustique de pointe, ces chercheurs ont convergé vers les coordonnées exactes nées un siècle plus tôt. Ce qu'ils ont découvert a bouleversé certitudes établies, le même bourdonnement, vibrant exactement à la même fréquence, émanait toujours de la jungle, sans qu'aucune source identifiable ne puisse en être tenue pour responsable. L'acousticien en chef a formellement consigné dans son rapport de mission la présence d'une fréquence subbasse persistante, ne provenant d'aucune origine géologique ou biologique connue. Près d'un siècle d'intervalle, 2 expéditions que tout sépare, bénéficiant d'une évolution technologique fulgurante, se sont heurtées au même mur. Toutes 2 fondamentalement incapables de déterminer la provenance de ce phénomène sonore fascinant et profondément troublant. La démarche journalistique et scientifique impose naturellement un scepticisme rigoureux face à de telles affirmations. La recherche de l'explication rationnelle, de la réponse prosaïque ou de la simple coïncidence qui se dissipe sous l'examen attentif constitue le socle de toute investigation sérieuse. Pourtant, dans ce cas précis, le mystère est de se dissiper. Au contraire, plus les investigations s'approfondissaient, plus l'écho de cette anomalie semblait s'amplifier, révélant des connexions inattendues. Ce son inexpliqué n'est pas la conclusion de cette intrigue. Il en constitue le véritable point de départ. Analysant ce qui se dissimule sous cette fréquence, les éléments géographiques auxquels elle se connecte, et les implications vertigineuses qu'elle suggère, la perception traditionnelle de la cartographie amazonienne s'en trouve irrémédiablement altérée. La vision d'une simple jungle impénétrable s'efface pour laisser place à une structure beaucoup plus complexe, remettant en question des décennies de dogmes géographiques. Il convient d'abord d'examiner ce qui est communément admis par la communauté scientifique. La forêt amazonienne recouvre approximativement 5 millions et demi de kilomètres carrés, abritant environ 10% de toutes les espèces vivantes répertoriées sur la planète. Elle est reconnue pour produire de 20% de l'oxygène mondial, un poumon vertexile à la survie de la Terre. Les biologistes l'ont longtemps décrite comme une nature sauvage primordiale, un écosystème ancien, inviolé, ayant évolué dans une isolation quasi et totale au fil des millions d'années. Telle l'histoire officielle, enseignée dans les manuels scolaires et les universités du monde entier. Cependant, les preuves accumulées au cours des dernières décennies racontant une toute autre histoire, suggérant que cette prétendue virginité de la forêt cache en réalité les vestiges grandioses d'une occupation humaine dont l'ampleur et la sophistication défient l'imagination contemporaine. Au début des années 2000, le déploiement de la technologie LIDAR, une méthode d'imagerie par laser capable de transpercer l'épaisse canopée forestière pour cartographier le relis du sol, a radicalement bouleversé l'archéologie amazonienne. Les chercheurs ont commencé à découvrir des structures inimaginables. Il ne s'agissait pas de petits campements dispersés ou quelques de terres isolées, mais d'une véritable infrastructure urbaine organisée. Des routes pavées, des travaux de terrassement monumentaux
et de vastes arrangements géométriques recouvrant des surfaces parfois supérieures à celles de certaines nations européennes modernes ont été mis au. Ces constructions gigantesques étaient restées cachées sous la végétation luxuriante, invisibles aux yeux de 2 siècles d'archéologie conventionnelle. Les découvertes spectaculaires réalisées dans les llanos de Moxos en Bolivie, ou encore les immenses géoglyphes de l'État de l'Acre au Brésil, ont forcé la communauté scientifique à revoir intégralement sa copie. Certaines de ces formations s'étendent sur des centaines de mètres, totalement indiscernables depuis le sol et nécessitant une vue aérienne pour que leurs motifs complexes apparaissent. D'immenses chaussées surélevées traversent la forêt sur des kilomètres, traçant des lignes d'une rectitude absolue à travers un terrain marécageux et accidenté qui aurait logiquement toute construction impossible. L'explication officielle attribue la paternité de ces structures au peuple précolombien. Cette affirmation est largement acceptée, et il ne s'agit pas de contester l'origine humaine de ces titanesques. Néanmoins, une question fondamentale, que les théories officielles évitent soigneusement d'aborder, mérite d'être posée avec insistance. Pourquoi ces emplacements spécifiques ont-ils été choisis? La géographie de ces installations ne semble obéir à aucune logique de survie ou de proximité des ressources, mais plutôt à un dessein bien plus vaste et mystérieux qui échappe aux grilles lectures traditionnelles de l'anthropologie. Lorsque l'on commence à cartographier ces géoglyphes, non plus comme des sites isolés, mais en analysant leur distribution globale à l'échelle du bassin amazonien, une réalité troublante émerge. En les plaçant sur une grille de coordonnées et en étudiant leurs interrelations géographiques, on observe un phénomène que la littérature archéologique, parfois de manière deutétique, avant de l'enterrer sous un silence gêné. Ces structures s'alignent entre elles, et pas de manière approximative. Elles démontrent une précision mathématique redoutable. Des ingénieurs modernes et des équipes de topographes de l'université de São Paulo, après avoir réexaminé données lidar, ont eux-mêmes qualifié ces alignements de statistiquement improbables, compte tenu des méthodes de construction présumées de l'époque et des distances colossales séparant les différents sites. Le mot improbable a été minutieusement choisi, il ne signifie pas impossible, mais souligne une anomalie statistique majeure. Ce schéma répétitif s'illustre avec une précision déconcertante. Dans le sud-ouest de l'Amazonie, des groupes entiers de géoglyphes s'alignent parfaitement avec le point de lever des Pléiades tel qu'il apparaissait dans le ciel nocturne, il y a environ 2000 ans. Dans la partie orientale du bassin, d'autres structures colossales sont orientées vers des déclinaisons spécifiques de la constellation d'Orion. Plus fascinant encore, le plus vaste complexe de terrassement découvert à ce jour. Un réseau centré autour des sites du sud de l'Amazonie dessine dans sa globalité une configuration qui reproduit de façon frappante la disposition de la constellation du Cygne. C'est comme si une intelligence architecturale avait décidé de dessiner la carte du ciel à même la Terre, transformant la forêt entière en un miroir des étoiles. Cette stupéfiante découverte archéoastronomique remet en question la nature même de ces bâtisseurs anciens et l'étendue de leurs connaissances célestes. Cette réalité soulève une interrogation cruciale. L'identité des bâtisseurs possède ses candidats, et la chronologie de ces constructions, bien que soumise à de nombreuses controverses de datation, constitue un autre débat complexe. La véritable énigme réside dans le comment. Comment des constructeurs, séparés par des centaines de kilomètres de jungles impénétrables, ont-ils pu coordonner leurs édifices avec une telle précision astronomique? Étrangement, cette question n'est jamais véritablement posée. La littérature académique la contourne habilement. Les documentaires l'effleurent sans s'y attarder, et les publications scientifiques se contentent de noter poliment la curiosité de ces alignements avant de passer rapidement à d'autres sujets. Ce manque d'approfondissement systémique interroge. Pourquoi une telle réticence à explorer les implications d'une coordination géographique aussi sophistiquée à l'échelle d'un continent entier? C'est ici que l'étrange bourdonnement de la forêt reprend toute son importance. Il existe une seconde couche d'étrangeté, une dimension inattendue qui relie ces phénomènes de manière déconcertante.
les chercheurs spécialisés dans l'acoustique architecturale, ceux-là même qui étudiaient les extraordinaires propriétés résonantes des cathédrales gothiques et romanes en Europe, ont identifié ce qu'ils nomment des zones d'infrasons. Il s'agit d'emplacements précis au sein de ces grands édifices en pierre où les ondes stationnaires, générées par la géométrie de l'architecture, créent un phénomène acoustique de basse persistant. Bien que ce son soit généralement inaudible à l'oreille nue, il est perceptible physiquement. Il engendre des effets psychologiques mesurables, crée un profond sentiment d'émerveillement, une sensation de présence invisible, ou parfois une légère désorientation spatiale. Les ingénieurs acousticiens ayant analysé les cathédrales de Chartres, de Reims ou de Saint-Jacques de Compostelle affirmant que c'est aucunement accidentel, mais le fruit d'une ingénierie délibérée et hautement maîtrisée. Le lien entre les cathédrales européennes de pierre et la luxuriante forêt amazonienne semble inexistant jusqu'à la publication d'une étude en 2018, parue dans le prestigieux journal de la Société d'acoustique d'Amérique, qui n'est en rien une revue marginale ou complotiste. Cette recherche documente la présence de corridors d'amortissement sonore anormaux dans des régions spécifiques du bassin amazonien. Ces zones présentent une signature acoustique radicalement différente de celle de la forêt environnante. Plus surprenante encore, les fréquences mesurables dans ces corridors sylvestres s'apparentent étrangement aux profils acoustiques intérieurs documentés dans les grandes structures médiévales en pierre. Les auteurs de l'étude, par prudence académique, n'ont avancé aucune théorie extraordinaire. Ils ont simplement décrit une curiosité acoustique, proposant des hypothèses biologiques telles que la densité spécifique de la canopée, la géométrie des feuilles ou l'angle de croissance des branches pour expliquer ce phénomène. Cependant, une question fondamentale a été éludée par cette étude acoustique. Pourquoi ces anomalies se trouvent-elles à ces emplacements spécifiques? Il est troublant de constater que zones de singularité acoustique, dont au moins 11 regroupements ont été formellement documentés, se superposent avec une précision chirurgicale aux emplacements des sites précolombiens les plus vastes et les plus sophistiqués. Ces anomalies ne se situent pas à proximité des géoglyphes, elles se trouvant exactement dessus. L'explication purement biologique commence alors à vaciller. En effet, les propriétés acoustiques attribuées à la végétation nécessitent des conditions forestières spécifiques qui mettent plusieurs générations à s'établir. Cela implique un paradoxe temporel. Soit ces particularités sonores se sont développées après l'édification des structures, alors que la forêt reprenait ses droits sur les cités abandonnées. Soit ces sites antiques ont été construits précisément là où ces propriétés acoustiques préexistaient. L'analyse minutieuse des archives de Mano, de Belém et de Santarém renforce cette hypothèse vertigineuse. En épluchant les journaux d'expédition du 19e et du début du 20e, un schéma troublant, jusqu'alors ignoré, se dessine. Des explorateurs, de manière totalement indépendante, ont consigné dans leurs notes des observations similaires concernant des lieux précis de la forêt. Ils décrivent des zones où le paysage sonore se modifie brutalement, où le silence devient oppressant et peu naturel, où le comportement des équipements scientifiques devient erratique. L'atmosphère même de ces lieux est souvent décrite comme confinée, donnant la sensation d'entrer dans une pièce fermée plutôt que d'évoluer en pleine jungle. Si un seul moignage peut être mis sur le compte d'une expérience subjective, des dizaines de rapports similaires étalés sur un demi-siècle, issus de nationalités et d'expéditions variées, suggèrent l'existence d'un phénomène objectif d'une toute autre envergure. Les dysfonctionnements matériels documentés dans ces zones ajoutent une dimension tangible et difficilement réfutable à ce mystère. En 2014, une équipe de l'Institut national de la recherche en Amazonie effectue un relevé biologique à environ 400 km au sud-ouest de Mano, a signalé des anomalies majeures sur ces équipements GPS. Et des coordonnées bien précises. Les appareils ne se sont pas simplement éteints. Ils ont commencé à fournir des lectures totalement incohérentes avec leur position réelle, comme s'ils étaient alimentés par des données corrompues. L'équipe a consciencieusement noté ces dans son rapport de terrain,
l'attribuant rapidement à une éventuelle anomalie magnétique locale avant de poursuivre sa mission sans chercher à approfondir l'investigation. Ce type d'événement est souvent traité comme contrariété technique, relégué aux notes de bas de page des rapports scientifiques officiels. L'histoire s'est répétée en 2016 avec une autre expédition scientifique. Une équipe de relevés géologiques, appartenant à une institution différente et poursuivant des objectifs distincts, a documenté des défaillances techniques sévères à moins de 12 km des coordonnées signalées en 2014. Leurs magnétomètres ont enregistré des pics d'activité inexplicables, et leur matériel de communication a subi ce que leur rapport technique qualifie crûment d'interférences structurées. Il ne s'agissait pas de simples parasites aléatoires ou de bruits de fond électromagnétiques, mais d'un motif répétitif et régulier qu'ils n'ont jamais pu identifier. 3 ans plus tard, en 2019, une équipe de tournage de documentaire a connu une panne simultanée et totale de 3 appareils d'enregistrement distincts, exactement au même endroit où la faune devait soi-disant être filmée en abondance, et ce, dans une zone totalement dépourvue de sources d'interférences électromagnétiques connues. La compilation et le recoupement de ces rapports techniques révèlent une réalité qu'il devient impossible d'ignorer. Au-delà des 3 incidents précédemment cités, pas moins de 14 cas distincts de défaillances matérielles inexpliquées ont été documentés sur une période d'une décennie. Ces défaillances ne sont pas réparties au hasard. Elles se concentrent autour de ce qui ressemble à une grille mathématique de coordonnées amazoniennes spécifiques. L'espacement entre ces différents groupes d'anomalies présente une régularité beaucoup trop prononcée pour être le fruit d'une simple coïncidence géologique. Cette disposition correspond approximativement au quadrillage que l'on obtiendrait si une intelligence avait délibérément placé un réseau de balises destinées à être découvertes, ou inversement, destinées à brouiller systématiquement les instruments de navigation de quiconque tenterait de les localiser. Les implications d'une telle géométrie de l'interférence dépassent largement de la science conventionnelle. Pourquoi une grille invisible, perdue au cœur de la forêt amazonienne, provoquerait-elle le dysfonctionnement systématique d'équipements électroniques modernes? Aucune réponse définitive ne permet d'expliquer ce phénomène physique. Cependant, l'absence même de questionnement scientifique face à cette accumulation de données constitue un mystère profond. Ces 14 rapports existent formellement dans la littérature académique. Ils sont archivés dans les notes de terrain, dans les rapports de relevés topographiques et dans les annexes obscures de publications où les chercheurs consignent scrupuleusement les anomalies avant de refuser de les explorer davantage. Les données sont accessibles et consultables, mais elles n'ont jamais été rassemblées, synthétisées ni analysées en tant que motif global cohérent. Le monde académique semble traiter ces incidents comme des événements isolés et anecdotiques, refusant de voir la toile systémique qui les relie inexorablement entre eux. Lorsqu'on explore l'univers des anomalies historiques inexpliquées, ces mystères persistants que l'histoire officielle préfère marginaliser, la question de l'ayahuasca finit toujours par émerger. Il est toutefois nécessaire de l'aborder sous un angle différent des approches habituelles, en délaissant temporairement les prismes du spiritualisme ou de la simple pharmacologie pour se poursuivre sur la science des probabilités. L'ayahuasca est un breuvage chamanique composé principalement de 2 végétaux très spécifiques. Le premier est la liane Banisteriopsis capi, qui contient des alcaloïdes agissant comme de puissants inhibiteurs de la monoamine oxydase. Le second composant est généralement la plante Psychotria viridi, dont les feuilles sont gorgées de diméthyltryptamine, plus connue sous l'acronyme DMT. La complexité de cette synergie biochimique est au cœur d'une énigme mathématique qui défie l'explication traditionnelle de la découverte par simple empirisme ou acide. Le détail fondamental, souvent négligé par l'anthropologie classique, réside dans le mécanisme d'assimilation de ces molécules. La démétique contenue dans la Psychotria viridis est totalement niate s'il est ingéré oralement seul. Le système digestif humain la détruit immédiatement avant même qu'elle ne puisse atteindre la barrière hémato-encéphalique.
La seule méthode biologique permettant de l'activer est de déclencher ses effets psychoactifs fulgurants et de l'associer à un inhibiteur spécifique, tel que celui présent dans la liane Banisteriopsis capi. Nous sommes en présence de deux plantes chimiquement complémentaires, totalement dépendantes l'une de l'autre pour produire un effet neurochimique, et qui cohabitent au sein d'un écosystème amazonien abritant la bagatelle d'environ 40 000 espèces végétales distinctes. L'hypothèse scientifique standard postule que les peuples autochtones ont découvert cette formule complexe par le biais de tentatives empiriques étalées sur des siècles. Comment justifier statistiquement qu'un processus d'essai et d'erreur ait pu mener à la découverte qu'une plante, parfaitement inutile consommée seule, devient le plus puissant antéogène connu de l'homme lorsqu'elle est bouillie avec une liane spécifique parmi 40 000 autres options possibles? L'explication de l'apprentissage en n'est pas fondamentalement fausse, mais l'espace de probabilité qu'elle requiert est vertigineux. La littérature pharmacologique répertorie des centaines de remèdes traditionnels à travers le monde, la grande majorité d'entre eux étant des préparations à base d'une seule plante. Les remèdes nécessitant des combinaisons végétales complexes sont statistiquement rarissimes. Et parmi eux, aucun n'exige la précision chimique absolue réclamée par l'ayahuasca. Il ne s'agit pas d'un mélange approximatif, mais d'une chimie de précision, variant selon les traditions, mais gravitant toujours autour de ratios moléculaires qui maximisent parfaitement l'interaction neurochimique au niveau cérébral. L'incroyable complexité de cette préparation donne l'impression troublante que cette formule botanique n'a pas été laborieusement découverte, mais qu'elle a été directement transmise. Par qui, pourquoi? C'est à ce carrefour précis que toutes les anomalies amazoniennes se croisent. Les régions d'Amazonie où l'utilisation de l'ayahuasca est la plus profondément ancrée dans les traditions indigènes. Là où les histoires orales sont les plus anciennes, les rituels les plus élaborés et la géographie sacrée la plus minutieusement cartographiée correspondent avec une stupéfiante exactitude abritant les géoglyphes, au regroupement d'anomalies acoustiques et à la mystérieuse grille provoquante d'équipements de haute technologie. Une fois que cette corrélation géographique mise en lumière, elle devient lien d'une évidence aveuglante, liant l'ingénierie du sol, la physique du son, la perturbation électromagnétique et la biochimie avancée en un seul, unique réseau inextricable. L'observation de l'Amazonie depuis l'espace offre une perspective indispensable pour appréhender l'ampleur de ce phénomène. Il ne s'agit pas de consulter une carte politique moderne aux fonds artificiels, mais d'analyser la topographie pure du bassin amazonien telle qu'elle est révélée par l'imagerie satellitaire. Le bassin constitue une immense dépression géologique, un bol monumental sculpté par la cordillère des Andes à l'ouest et délimité par les anciens boucliers guyanais et brésiliens au nord et au sud. L'eau s'y engouffre et s'y concentre, formant le système fluvial le plus colossal du monde en termes de volume. Toutefois, la morphologie même de ce bassin, le contour géométrique précis de cette dépression délimitée par ces lignes de partage des eaux, ne ressemble en rien à l'ovale informe et aléatoire que les représentations cartographiques classiques suggèrent généralement à l'observateur non averti. Lorsque les frontières hydrographiques réelles sont tracées avec une rigueur mathématique, un phénomène exceptionnel se matérialise. Un réseau indépendant de chercheurs et de géographes universitaires a cartographié la géométrie des bassins versants de l'Amazonie avec une précision millimétrique, pour ensuite la comparer aux configurations astronomiques telles qu'elles apparaissaient à des dates historiques précises. Leurs conclusions, bien que difficiles à conceptualiser sans l'aide visuelle, sont époustouflantes. La silhouette du bassin, analysée à son niveau de précision géographique le plus élevé, dessine une forme qui correspond de manière remarquablement fidèle à la position de systèmes spécifiques tels qu'ils brillaient au-dessus du ciel équatorial il y a 2 millénaires. Il ne s'agit pas d'une vague ressemblance, du genre de celle que l'on pourrait forcer entre n'importe quelle forme irrégulière et une constellation en faisant preuve de beaucoup d'imagination.
La correspondance est d'une telle précision que plusieurs mathématiciens indépendants, appelés à examiner ces données à l'aveugle, l'ont immédiatement remarqué. Certains, à qui l'on avait présenté l'étude comme un simple exercice d'analyse d'anomalies géographiques sans aucun contexte astronomique, ont relevé de même la similarité troublante avant même qu'on ne leur révèle la nature céleste des modèles comparatifs. Bien entendu, aucune explication officielle ne justifie cette déciente symétrie, pour la simple raison que la question n'a jamais été formellement posée dans les cercles académiques traditionnels. Plus troublant encore, ce même schéma conceptuel semble se répéter avec une précision tout aussi déconcertante sur d'autres continents, suggérant l'existence d'une connaissance globale perdue. Le bassin hydrographique du Nil, par exemple, lorsqu'il est superposé aux alignements astronomiques de la vallée égyptienne, révèle des correspondances similaires défiant les probabilités aléatoires de la géologie naturelle. Le bassin hydrographique de l'Indus montre des corrélations tout aussi fascinantes avec les antiques cartes stellaires védiques, tandis que le bassin du fleuve jaune semble faire écho aux représentations célestes de la Chine ancienne. Bien que ces correspondances ne soient pas absolues dans chaque cas, elles surpassent largement ce que l'on pourrait rationnellement attendre d'une simple variation géographique aléatoire. Ces observations répétées soulèvent une interrogation lancinante. La morphologie des fleuves et des bassins obéit-elle exclusivement aux lois de la géologie et de l'érosion? Ou bien, une civilisation oubliée, détentrice d'une sagesse immense et d'une intelligence architecturale opérant à l'échelle planétaire, a-t-elle su reconnaître ces configurations géographiques naturelles parce qu'elle défient fidèlement l'ordre céleste, choisissant ainsi de bâtir là où la Terre parlait déjà le langage silencieux des étoiles? L'Amazonie, vue depuis l'orbite terrestre, n'est pas une étendue sauvage informe, elle recèle géométrie latente, et la géométrie, paraissant, exclut le hasard. Le cas du célèbre explorateur britannique, le colonel Percy Fawcett, illustre parfaitement cette occultation historique. Disparu corps et âme dans la jungle amazonienne en 1925 alors qu'il rushait avec obstination ce qu'il nommait Zé, une légendaire cité perdue enfouie au cœur de Grand Sou. Fawcett est aujourd'hui principalement mémorisé pour sa fin tragique. La culture populaire a retenu le romantisme de son aventure et le mystère de sa disparition, reléguant au second placable nature de ses recherches. Pourtant, avant de s'évanouir dans les brumes de la forêt, Fawcett avait mené un travail de fond considérable. Il n'était pas un simple aventurier fortuné en quête de frissons exotiques, mais un officier militaire hautement qualifié, spécialisé dans les relevés topographiques d'une extrême rigueur. Les journaux personnels de ses multiples expéditions, précieusement conservés par la Société géographique royale de Londres, renfermant des observations fascinantes. Parmi ces écrits, on trouve des descriptions minutieuses qui contredisaient frontalement le discours scientifique naissant de l'époque sur l'Amazonie. Fawcett y décrivait d'immenses travaux de terrassement qui, selon les calculs de ses instruments de mesure, surpassaient en taille n'importe quel site précolombien alors connu. Il y consignait des agencements géométriques prodigieux qu'il avouait pour expliquer rationnellement, ainsi que des emplacements spécifiques où la boussole, d'ordinaire si fiable, se mettait à s'affoler de manière anormale. Une partie de ces journaux a fait l'objet d'une publication, mais une analyse comparative minutieuse entre les manuscrits originaux d'archives et la version éditée révèle des divergences subtiles, mais lourdes de sang. Il n'y a certes aucune trace de censure flagrante ou de paragraphes grossièrement raturés, mais les phrases décrivant des anomalies physiques ou des phénomènes incompréhensibles ont systématiquement disparu de la version publique de ces mémoires. Ces altérations pourraient être imputées au processus normal d'édition qui cherche à fluidifier le récit pour le grand public. Toutefois, la nature sélective de ces omissions est réaliste. Ce sont précisément les anomalies, les relevés boussoles inexplicables, les défaillances d'équipement et les observations sortant du cadre strict de la géographie conventionnelle, qui ont été soigneusement gommées du récit officiel. Ce silence imposé a priori est assourdissant. Le cas de Percy Fawcett est loin d'être un cas isolé dans les annales de l'exploration.
L'histoire de l'Amazonie est littéralement jonchée de faits minutieusement enregistrés, officiellement archivés, puis méthodiquement évincés du récit historique dominant. Ces données ne sont pas détruites au sang propre, elles survivent dans l'obscurité des archives poussiéreuses, au sein de collections privées ou dans les notes de bas de page de publications oubliées, mais elles sont consciencieusement exclues de l'éducation institutionnelle et de la conscience cove mondiale. Cette mécanique du silence s'avère bien plus redoutable et efficace qu'un simple démenti frontal. Lorsqu'une théorie controversée est publiquement attaquée, elle génère immanquablement un débat, une série de contre-arguments et laisse derrière elle une trace indélébile de controverses scientifiques. Le traitement des anomalies amazoniennes procède d'une toute autre logique, bien plus insidieuse. Les observations singulières sont enregistrées sans passion, puis elles sont tout simplement laissées en jachère, ignorées et jamais intégrées dans le grand récit de la connaissance humaine. Elles ne sont pas réfutées par la preuve, elles sont étouffées par l'indifférence. La bureaucratie de l'oubli se montre ici redoutablement performante, et un rapport de terrain signalant une manne magnétique ou acoustique, classé sans commentaire additionnel, n'attire aucune attention et ne suscite aucune remise en question. Cette attitude systémique force à se demander à qui profite réellement ce refus institutionnalisé de poser les questions qui fâchent. Il est nécessaire d'élargir le champ de vision, car la forêt amazonienne ne constitue pas un système hermétiquement clos. Les schémas d'anomalies acoustiques, les alignements stellaires monumentaux, les défaillances technologiques récurrentes et l'indifférence calculée de la communauté scientifique, l'on observe dans le bassin amazonien trouvant des échos d'une précision dérangeante entre contrées du globe. Les anciens temples du complexe d'Angkor au Cambodge, par exemple, émettent des signatures d'infrasons qui s'apparentent étrangement à celles documentées dans les zones d'anomalie amazoniennes. Une analyse pointue de l'acoustique structurelle, discrètement publiée en 2015, avait déjà souligné cette similitude troublante, avançant l'hypothèse audacieuse de principes, arcistes architecturaux partagés à travers les continents et les époques. Sans surprise, cette publication scientifique n'a reçu qu'une attention marginale et était peu citée par la suite. L'énigme s'étend également au Pérou, avec les célèbres géoglyphes du plateau de Lascaux. Ces figures colossales, tracées par une civilisation bien antérieure à l'empire inca et alignées selon des configurations astronomiques complexes, partageant un édien méthodologique indéniable avec les terrassements monumentaux de l'Amazonie. L'archéologie conventionnelle reconnaît l'existence de ces prouesses, mais se montre incapable d'en fournir une explication globale satisfaisante. Le problème fondamental de la coordination logistique reste insoluble. Comment planifier et aligner des structures s'étendant sur des distances aussi vastes avec une telle perfection géométrique? Cela implique soit une maîtrise insoupçonnée des techniques de relevé topographique de la part de ces peuples anciens, soit l'intervention d'une variable inconnue que la science hésite encore à nommer. Le phénomène des pyramides de Bosnie, quelles que soient les controverses entourant leurs origines, soulève des problématiques comparables avec des émissions d'ultrasons que certains investigateurs jugent incompatibles avec une formation géologique naturelle. Ces observations s'inscrivent en filigrane de ce que de nombreux chercheurs alternatifs nomment la question tartarienne, sans valider nécessairement l'existence d'un vaste empire de Tartari qu'il est souvent théorisé dans les cercles marginaux. Le problème que ce concept tente de résoudre meurt fondamentalement pertinent. Il s'agit d'expliquer l'existence de coordinations architecturales inexplicables à travers des distances immenses, de justifier une sophistication acoustique et structurelle apparaissant soudainement sans aucun précurseur évolutif évident, et de comprendre les lacunes béantes et systématiques du registre historique officiel. Bien que l'Amazonie ne pas traditionnellement considérée comme le berceau de cette hypothétique civilisation mondiale, elle semble incontestablement porter les mêmes empreintes résiduelles. Le motif de fond se répète avec une constance qui défie le hasard. Et si la véritable question n'était pas de savoir quelle culture spécifique a érigé ces monuments, mais plutôt de déterminer le type de savoir universel indispensable à leur conception et l'origine véritable de ce savoir enfoui.
L'imagerie satellitaire contemporaine apporte une pièce supplémentaire, et peut-être la plus incontestable, à ce puzzle complexe. C'est un élément qu'il devrait être technologiquement d'ignorer ou de minimiser, et qui pourtant subit le même sort que le reste. Les satellites utilisant le radar à synthèse d'ouverture, capables de percer l'opacité de la couverture nuageuse et l'épaisseur de la canopée pour cartographier la surface du sol avec une précision chirurgicale, scrutent l'Amazonie depuis des décennies. Si d'ailleurs grâce à ces instruments perfectionnés que les réseaux de géoglyphes et l'étendue de l'infrastructure précolombienne ont pu être révélés au monde. Or, dans les revues spécialisées, loin des articles de vulgarisation scientifique grand public, de nombreuses publications font état de zones précises de la forêt amazonienne où les données satellitaires reviennent systématiquement corrompues. Il ne s'agit pas d'interférences liées aux nuages ou à une végétation trop dense, mais bien de véritables aberrations numériques. Dans ces zones spécifiques, les valeurs des pixels renvoyés par les capteurs sont qualifiées, dans le jargon de l'analyse de télédétection, de valeurs non physiques. Concrètement, cela signifie que les signaux obtenus ne devraient théoriquement pouvoir être produits par aucune combinaison connue de conditions de surface terrestre. Le premier rapport documentant publiquement ce phénomène remonte à 1987. Il s'agissait d'un document technique de la NASA consacré à l'imagerie des forêts tropicales. Une discrète note de bas de page y mentionnait que certaines régions centrales du bassin amazonien renvoyaient invariablement des valeurs de rétrodiffusion anormales, impossibles à attribuer topographiques classiques. 30 ans plus tard, en superposant ces premières données avec les rapports d'anomalies satellitaires modernes, la conclusion est sidérante, et ces mêmes zones exactes continuent de renvoyer corrompus, malgré l'utilisation de satellites différents et de capteurs de nouvelle génération aux technologies toujours plus perfectionnées. Face à ces aberrations, l'explication officielle se contente de postuler des hypothèses liées à des interférences électromagnétiques de l'ionosphère, à des accumulations locales d'humidité de surface, ou à la géométrie particulière de la canopée à ces endroits. Ces théories, bien que scientifiquement plausibles de prime abord, échouent à expliquer la persistance du phénomène. Avec 40 années d'avancées technologiques fulgurantes en matière de télédétection spatiale, permettant désormais de distinguer chaque arbre individuellement depuis l'espace avec une résolution submétrique, ces supposées interférences atmosphériques auraient dû être filtrées depuis longtemps. Pourtant, l'impossibilité d'obtenir des données claires et fiables sur ces coordonnées précises demeure entière. Plus frappant encore, ces zones aveugles pour les satellites se superposent au millimètre près avec les emplacements des anciens travaux de terrassement, les centres d'anomalies acoustiques et le réseau de coordonnées responsables des pannes d'équipements électroniques au sol. Le hasard géologique n'a plus sa place ici. Le recoupement exhaustif de ces données, compilées au fil des années à travers l'étude minutieuse d'archives, de carnets de notes de terrain et d'entretiens confidentiels avec des scientifiques tenus à la réserve par leurs institutions, convergent inexorablement vers une même interrogation vertigineuse. L'enjeu n'est plus seulement de comprendre ce qui se trouvait autrefois dans cette forêt sauvage, qui en furent les bâtisseurs obscurs, ou même les raisons profondes de leur entreprise. La question centrale, désormais incontournable, est de savoir ce que ces civilisations comprenaient du monde. Les preuves circonstancielles accumulées, formant un maillage cohérent de motifs concordants sans constituer pour autant une tenue au sens strict du terme, pointent vers une conclusion fascinante à une époque reculée. Une intelligence humaine ou autre possédait une connaissance infiniment supérieure de la géographie planétaire, de la physique acoustique avancée et des subtilités complexées de la mécanique céleste. Cette sagesse ancienne impliquait une compréhension intime des relations invisibles, unissant certains points précis de la surface du globe à des configurations stellaires lointaines. Il maîtrisait vraisemblablement les phénomènes vibratoires qui se déclenchent lorsque des fréquences spécifiques entrant en résonance à des coordonnées géographiques déterminées. Ce corpus de connaissances titanesques semble avoir été encodé, pour qui sait l'observer,
dans la structure même des paysages terrestres et dans l'architecture monumentale que la science moderne commence tout juste à redécouvrir grâce à ces nouveaux outils de détection spatiale. La forêt amazonienne ne doit plus être envisagée comme une simple jungle hostile ayant abrité quelques peuplades primitives par le fruit du hasard. Elle se présente désormais comme une immense haie vivante, dont les innombrables volumes nous sont longtemps apparus, comme une inextricable masse végétale parement d'outils conceptuels à des cas pour en déchiffrer le langage caché. La formule chamanique de l'ayahuasca, cette union chimique hautement improbable entre deux plantes spécifiques qui défient les lois du simple hasard empirique, pourrait bien constituer l'une des clés biologiques de ce vaste cryptogramme amazonien. Loin d'être une simple préparation hallucinogène, elle pourrait s'apparenter à une véritable tebauge biotumique, un outil d'expansion de conscience conçu pour accéder à des dimensions de la réalité que la mystérieuse grille géométrique de la fois était destinée à conserver intacte. Le bourdonnement acoustique à basse fréquence, d'abord consigné dans le journal du colonel Fossé en 1925, est toujours enregistré avec une stupéfiante constance par les instruments ultramodernes d'aujourd'hui, ne serait alors plus une curiosité géologique inexplicable. Il s'agirait plutôt d'une onde porteuse millénaire, un signal délibérément transmis et maintenu actif à travers les âges par source encore inconnue. La nature profonde de ce phénomène échappe encore à toute classification définitive. Relève-t-il d'une technologie ancestrale dont les principes physiques nous dépassent, d'une spiritualité cosmique matérialisée, ou de toute autre force conceptuelle pour laquelle le vocabulaire scientifique contemporain reste désespérément lacunaire, si l'origine et l'identité des concepteurs de ce maillage continent dans l'ombre, la concentration et la récurrence de ces anomalies géographiques et temporelles interdisent désormais le luxe de l'indifférence. Le silence lourd et persistant qui pèse sur ces interrogations n'est manifestement pas le fruit d'une simple négligence institutionnelle, mais témoigne d'une structuration tacite, visant à décourager toute investigation approfondie sur un sujet jugé trop subversif pour le paradigme historique en vigueur. Loin d'abriter un secret, l'Amazonie est elle-même le secret âmé et bourdonnement continu, qui défie le temps et les théories rationnelles, reste le témoin patient et inaltérable d'une vérité qui attend son heure pour enfin n'être révélée. If you have a different perspective on the story, lève à comment below, en do forger to share the video to spread the historical mystery.